Allez, on vous parle à présent du portrait robot de celles et ceux qui ont cette joie de payer l'impôt sur la fortune immobilière des contribuables assujettis à l'IFI, puisque le Figaro s'est procuré via Bercy un rapport 2019 qui fourmille de détails. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend plein de choses quand même, c'est intéressant, il faut lire cet article du Figaro. 140 000 Français ont payé cet impôt. Si on compare par rapport aux années d'avant, c'est plus, c'est moins, on est dans l'étiage? Oui, non, c'est à peu près pareil, oui, Ouais. que les Français qui l'ont payé l'impôt sur la fortune. C'est beaucoup moins que l'ISF. Enfin, c'est moins que l'ISF. Ce qui est normal, on a viré les valeurs mobilières. Voilà. Par construction. C'est pas surprenant, on va dire. Alors, l'âge moyen, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Je donne les chiffres. Âge moyen, 68 ans. Patrimoine moyen net taxable, donc une fois qu'on a enlevé les dettes, 2,4 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant ou pas là-dedans? Enfin, c'est pas très surprenant, on aurait pu s'y attendre, mais effectivement, ce sont des gens plutôt âgés. Alors, pourquoi plutôt âgés? Parce que d'abord, il y a cette histoire de patrimoine net des dettes. Ouais. Par ailleurs, c'est un patrimoine quand même dans lequel la résidence principale est multipliée par 0,7, sa valeur, pour calculer le patrimoine taxable. Parce qu'il y a une décote. Il y a un abattement de 30%. Donc, du coup, c'est quand même plutôt des patrimoines, soit d'une résidence principale très conséquent, un grand appartement parisien par exemple, on peut imaginer. Parce que c'est au-delà de 1,3 million d'euros net taxable qu'on passe. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut 1,7 million d'euros pour la résidence principale, donc ça fait quand même déjà un patrimoine immobilier conséquent. Mais on peut imaginer des gens qui ont d'autres biens immobiliers, un chalet à la montagne, une résidence secondaire au bord de la mer, ou des investissements d'ailleurs locatifs. Et donc voilà, tout ça conduit à entrer donc pour des patrimoines qui sont le fruit d'une épargne plutôt longue. Et donc on imagine bien des gens plutôt plus âgés. Cotisation moyenne d'IFI, combien est-ce que les contribuables payent? Alors c'est une moyenne, ça je me dis que c'est la limite de l'exercice, 10 700 euros, mais ça cache à mon avis de gros écarts. Alors ça cache de gros écarts. En gros, il y a l'entrée dans l'IFI, donc, qui se fait avec des sommes qui sont... enfin, si vous voulez, si vous avez si vous êtes juste au seuil d'entrée avec une résidence principale, par exemple, donc ça conduit à un calcul un peu compliqué, parce que vous rentrez à 1,3 million, mais on commence à taxer à partir de 800 000 euros. Ouais. Là, vous avez un IFI qui va être de 2 500 euros. Donc voilà, quand vous rentrez... Pour ceux qui sont à la frontière, à la lisière de voilà, l'IFI. À la lisière de la taxation, ça conduit à un IFI de 2 500 euros. Là, en fait, la moyenne est bien au-delà, mais parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, avec des gens qui sont dans cette zone on va dire un patrimoine immobilier conséquent, mais qui reste en dessous de 5 millions d'euros. Et puis tous ceux qui sont au-delà, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont quand même des gros contributeurs à l'IFI, compte tenu de sa progressivité très forte. C'est ça. Le taux marginal de l'IFI. Ouais. La pente de la taxation, de la taxation marginale, ça s'accélère assez rapidement. La pente est rude, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. La pente, c'était quoi? La pente est forte? La pente est raide. La route est droite, mais la pente est forte. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, ça nous remonte un petit peu. Ça remonte un peu dans le temps. Donc, une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, avec 1300 personnes qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros. C'est pas tant que ça, mais je m'imaginais plus. Alors, c'est pas tant que ça, parce qu'on est uniquement sur le patrimoine immobilier, et que, évidemment, la mise en place de l'IFI et le taux auquel on atteint, le taux qu'on atteint pour ce patrimoine de 10 millions d'euros, qui est de 1,5%, fait que c'est, à mon avis, extrêmement dissuasif, et que ces gens-là ont tout fait pour liquider leur patrimoine. Mais c'est ce que voulait quelque part le président quand il fait l'IFI. Il dit c'est pour justement que les gens transforment l'immobilier qu'ils considèrent comme un, alors je ne sais plus comment il appelait ça, un patrimoine non productif, oui, un capital non productif en capital productif, à savoir investir dans les entreprises. Alors oui, ce que ça conduit à faire, c'est quand même ça déconcentre la possession de ces patrimoines immobiliers, ou ça les transfère sur des possessions institutionnelles qui sont soumises à des régimes d'imposition qui sont plus compliqués à partir du moment où il n'y a plus de neutralité de l'imposition par rapport à la détention institutionnelle. Ça ne fait pas disparaître ces patrimoines, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros, vous en liquidez une partie pour réduire votre impôt sur la fortune immobilière. Donc d'abord, ça ne réduit pas votre fortune, puisque vous l'avez réalisé, vous allez la placer ailleurs. Et puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter, ce patrimoine. Or, ce qu'on sait, c'est que quand même, les prix de l'immobilier n'ont probablement pas subi d'impact négatif suite à la mise en place de l'IFI, en particulier dans l'immobilier à prix élevé, on va dire.
Donc, ça veut dire que la mesure, elle a pu contribuer à faire changer de main le patrimoine immobilier, mais pas à réduire sa valeur. Donc l'argument selon lequel il n'est pas productif n'est pas résolu, puisque de toute façon il a gardé sa valeur et que quelqu'un le détient. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Que la moitié quasiment des redevables de l'IFI sont en Ile-de-France, ça c'est pas une surprise? Alors c'est pas une surprise, c'est quand même important à rappeler. Ouais. Il y a eu en Ile-de-France une augmentation tout à fait significative des prix. Et les seuils de l'IFI font que, en fait, avec un appartement parisien de taille conséquente, dans un quartier recherché, on va dire, pour parler comme un agent immobilier. Ou cossu. On arrive assez vite, en fait, au seuil de l'IFI. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément des IFI très élevés qui sont payés à ce moment-là. Mais on s'aperçoit que le patrimoine immobilier moyen à Neuilly, il est de l'ordre de 3 millions d'euros. Ouais, parce que pour moi, 10 000 euros d'IFI, je trouve ça énorme. Je pensais que la moyenne serait beaucoup plus basse que ça. Je reviens à cette moyenne. D'où l'idée qu'il y a une forte disparité, qu'il y a souvent des gens qui payent des millions. Et combien on paye quelques centaines d'euros, ou milliers d'euros, 1000 ou 2000 euros. Et voilà, parce que 10 000 euros de cotisation d'IFI, c'est énorme. Oui, alors en fait, on ne peut pas payer quelques centaines d'euros d'IFI, parce que... dès qu'on rentre, on est minimum à... Voilà, c'est ça. Donc on est au minimum à la 2500 euros. Combien? 2500 euros. Bon, quels sont ceux qui sont justement à la lisière, qui sont autour de 2000 euros? On sait ça? On sait, il faudra avoir le rapport auquel a eu accès le Figaro pour en avoir le détail, mais on peut le soupçonner, c'est qu'il y a quand même probablement... Sur les 140 000 Français sur les 140 000, un bon tiers qui se retrouve dans cette zone-là. Le tiers, c'est comme ça? Pas tout à fait, parce que on sait que 80% sont en dessous la règle de des 2,5 millions d'euros. Donc 77% pour être exact, sont en dessous de 2,5 millions d'euros de patrimoine net taxable. Donc après par... Et eux payent 80% aussi, on imagine. Non, ils payent en gros, ils payent 2 tiers de l'IFI sur les... Qu'est-ce qu'on dit? Ça rapporte toujours plus que ce que l'État avait anticipé. Alors ça rapporte moins effectivement que l'impôt sur la fortune, l'ISF qui était à 5 millions, on est à 1,5 million. 5 milliards. Pardon, 5 milliards, oui. On est à 1,5 milliard. Oui, ces chiffres, pour vous c'est facile de jongler je vois bien. Des autres. Ce sont des euros par ailleurs. Je vous confirme. Donc 850 millions d'euros avait prévu le gouvernement, on est à quasiment 1,5 milliard. L'ISF rapportait 5 milliards, si on fait les comptes. Ça rapporte beaucoup moins que l'ISF. Ça c'était prévu ça. Ça c'est prévu. Alors, ça rapporte plus que prévu. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'abord, c'était assez difficile d'estimer combien ça allait rapporter parce qu'on ne connaissait pas bien le patrimoine. Ensuite, on ne connaît pas bien les comportements des gens qui ont ces patrimoines et qui vont les liquider. Il y a un système assez compliqué, malgré tout, d'abattement et tout ça. Donc, ça c'était la première surprise. La deuxième, c'est qu'il y a eu plutôt continuation de la hausse des prix depuis que l'IFI a été mis en place. Et donc, mécaniquement ça conduit à taxer un peu plus les gens qui ont des patrimoines au-dessus du seuil. Et puis alors, il y a un petit effet qui est lié avec la réforme du prélèvement à la source et l'année blanche. Alors, ça c'est un peu technique, mais c'est quand même assez intéressant. Il y a un bouclier fiscal qui dit que vous ne pouvez pas payer plus de 75% de vos revenus. Voilà, en impôt. Votre revenu fiscal. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, CSG, prélèvements sociaux. Voilà. Pas plus de 60%. Pas plus de 75% de ces revenus de l'année. 1700 personnes en ont profité. D'ailleurs, ils ne sont pas si nombreux que ça, je trouve. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais parce que ce sont ces gens qui ont principalement un patrimoine immobilier, en fait. Donc, c'est des profils patrimoniaux assez particuliers. Et là, je pense que ce sont plutôt des personnes âgées avec des patrimoines qui sont un peu immobiles. Des petites retraites et des gros patrimoines. Les petites retraites, soyons raisonnables, mais... Bien moindre que leur niveau de patrimoine, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et puis ce ne sont pas des actifs très très riches qui ont un patrimoine beaucoup plus diversifié et donc qui ne rentrent pas dans cette catégorie parce que pour eux l'immobilier n'est pas le point central. Et donc l'année blanche, on finit là-dessus, c'est quoi? Alors l'année blanche, c'est qu'on considère qu'au moment du passage au prélèvement à la source, vous n'avez pas payé d'impôt et donc votre revenu a augmenté parce que vous n'avez pas payé d'impôt. Et donc du coup, le bouclier fiscal s'applique à votre revenu net, et bien là, il s'applique à un revenu qui est plus élevé. Donc c'est moins intéressant. Vous n'avez pas payé d'impôt. Donc c'est moins intéressant. Donc non, vous n'avez pas payé d'impôt, donc dans les 75% qui sont le cumul de tous les impôts que vous avez à payer, pour l'année du prélèvement à la source, donc l'année 2019, on ne vous compte pas
d'impôt sur le revenu. Et donc, il y a un peu largué là. Et donc, ouais. Donc, vous ne pouvez pas payer plus de 75% de Ouais. votre revenu. Oui, en Ok. impôt. Quand j'ai En compris impôt. ça. Donc, vous avez J'ai suivi jusque-là. 10 000 euros d'impôt sur la fortune immobilière à payer. Voilà. Mais vous avez déjà payé beaucoup d'impôts sur le revenu, de CSG, etc. Ces 10 000 euros s'ajoutent. Et donc, en fait, on vous les rétrocède ensuite Voilà. au nom du bouclier fiscal. Au nom du plafonnement. Au moment de l'année blanche, bah, vous n'avez pas payé d'impôt sur le revenu. Oui, ah oui. Et oui, et donc du coup, Donc, les 75%, vous ne les remplissez pas avec votre impôt sur le revenu, etc. Donc c'est négatif pour le contribuable, c'est bien ce que je disais. Et donc c'est négatif pour le contribuable. Voilà, et ça fait une recette exceptionnelle pour Bercy. Et donc l'année prochaine, ça risque de se dégonfler assez nettement, parce que tous ces gens-là ne vont pas pas 2 fois de suite. Payer 2 fois de suite, parce que cette fois-ci, ils auront un impôt payé, acquitté en 2020. Donc, Voilà, donc pour le portrait robot, vous voulez revenir là-dessus. Portrait robot, donc des contribuables qui payent l'IFI en une phrase, quand on devait résumer tout ce qu'on a dit sur cette... Bah, le portrait robot, c'est parisien, plutôt âgé, pas très nombreux. Moins nombreux. Moins nombreux. Voilà. Cotisation. Est-ce que vous payez l'impôt sur la fortune? C'est quoi ce sujet là? Comment on a cette question-là? Okay. Non, mais par contre. Donc là, la réponse est oui. Non, mais non, on s'en fout. On s'en fout. Et vous aussi, vous en foutez. C'est important de savoir s'ils payent l'IFI. Non, pas du tout. C'est juste pour non, mais par contre, moi, c'est les 10 000 euros. Ce portrait robot. C'est les 10 000 euros. Je trouve ça énorme en moyenne. Même si, encore une fois, la disparité. C'est énorme. C'est lié au fait que dès que vous le payez, vous payez 2 500 euros au minimum, premièrement. Et puis ensuite. Voilà, c'est une distribution qui s'étale avec une courbe, une progression qui est assez rapide. La première tranche, elle est à 0,5. 0,5, c'est pas négligeable quand même en termes de taxation du patrimoine, parce que oui, dans une époque de rendement où les taux sont à 2%, maximum, 0,5, ça représente quand même un quart de ce taux nominal. Donc voilà. Alors, bon, on va pleurer sur les gens qui ont un patrimoine immobilier, parce qu'encore une fois, il est extrêmement dynamique en valorisation, en particulier aux endroits où on paye beaucoup d'IFI. Donc du coup, il y a quand même des plus-values, au moins latentes, qui sont quand même importantes sur ces patrimoines. Mais voilà, ça fait quand même une courbe qui est, on va dire, assez sèche et qui progresse très très vite, donc qui conduit à cette taxation de 10 000 euros en moyenne. Voilà donc, pour le portrait robot donc, de celles et ceux qui payent l'ISF 140 000 en France. Donc Xavier Timbaud. Et David Jaco, non mais ça me permet. Elle en fait tous les deux. Parce qu'on dit ça fait 68 ans et tout ça, mais oui, tout le monde n'a pas 68 ans. Vous y êtes un peu plus proche que moi. Par rapport à l'âge, vous y êtes plus proche que moi. Non, mais c'est pour ça que votre exemple est très intéressant. David. Allez, on continue hors antenne. Merci beaucoup. Xavier Timbaud, donc économiste, truculent et facétieux, directeur principal de l'OFCE, ça fait une rime. Merci. Bye.